Donc l'épidémiologie des sarcomes. Donc les sarcomes, ce sont des tumeurs rares qui répondent à cette définition, hein, c'est-à-dire moins de 6 cas pour 100 000 habitants. Il y en a à peu près 5 000 par an en France. Ça représente 1% des cancers de l'adulte. Mais par contre, ça représente 10% des cancers de l'enfant. Alors le problème principal, c'est qu'il y a plus de 100 types et sous-types de sarcomes. Et évidemment, ça pose des problèmes de diagnostic pour les pathologistes. Et c'est vraiment l'un des problèmes. Et c'est pour ça qu'on recommande de systématiquement faire une relecture des lames, des blocs, quand le diagnostic n'a pas été fait dans le réseau de relecture en pathologie des sarcomes, c'est-à-dire REPS. Et d'autre part, ça impose évidemment, compte tenu de la rareté, une prise en charge multidisciplinaire. Donc tout de suite, un cas clinique pour illustrer mon propos. Là, c'est une patiente qui s'est palpée une masse abdominale. Donc elle a eu en 2015 une biopsie percutanée en faveur d'une tumeur desmoïde. Donc ça a été fait dans un CHU, hein, pas n'importe où. Alors par contre, il n'y a pas eu d'analyse mutationnelle et il n'y a pas eu de revue systématique de la pièce. Alors en fait, la tumeur a grossi progressivement et donc elle a eu tous les seconds avis à la fois nationaux et internationaux. J'avais présenté ça à un congrès international puisque les gens qui avaient donné leur avis étaient là. Et donc, progressivement, ça a grossi. Elle a reçu Navedbine, Métaux, Votrian, enfin bon. Et puis, finalement, elle a été adressée en mars 2016 avec la tumeur que vous voyez donc à droite par l'association de patients SOS Desmoïdes. Il y a une association de patients qui est d'ailleurs très bien, et que je recommande aux nouveaux patients qui ont une tumeur desmoïde. Et donc, elle a été adressée par SOS Desmoïdes. Et donc, en fait, j'ai repris les différents scanners. Et comme vous pouvez le voir, sur le cliché de 2014 que j'avais récupéré, le rein est déplacé en avant par rapport à l'autre par de la graisse. Et donc, ça suggère très fortement que c'est un liposarcome. Et donc, j'ai fait refaire la biopsie, ça allait plus vite. Et en l'occurrence, c'était un liposarcome dédifférencié. Et donc, il faut faire extrêmement attention, premièrement, quand il n'y a pas de relecture, se méfier d'une erreur de diagnostic. Et deuxièmement, j'insiste là-dessus, sur les avis par mail, parce que finalement, on tient pour acquis le diagnostic et éventuellement, s'il est faux, le meilleur avis, finalement, n'est pas adapté. Donc ça, il faut faire extrêmement attention à ces avis par mail, où finalement, il y a une erreur au début et que finalement, toute la suite en cascade n'est pas bonne. Et donc, finalement, les pathologistes, maintenant, mettent à la fin de leur conclusion que la prise en charge doit être multidisciplinaire dans des centres sarcomes. Alors, la définition des sarcomes des tissus mous, c'est des tumeurs qui sont malignes et en fait, ils sont classifiés sur la ligne de différenciation de la tumeur. C'est-à-dire qu'un léiomyosarcome, c'est la ligne de différenciation vers du muscle lisse. Par contre, ça ne veut pas dire que ça provient du muscle lisse. Et on a des léiomyosarcomes osseux et des ostéosarcomes extrasquelettiques. Donc c'est la ligne de différenciation et on utilise la classification OMS 2020 qui donne par rapport à celle de 2013 une grosse part à la biologie moléculaire. Alors il y a les sarcomes qui sont à génétique simple avec par exemple des translocations ou des mutations activatrices, par exemple les gistes, ou des amplifications comme par exemple MDM2 pour les liposarcomes bien différenciés. Et puis il y a des sarcomes à génétique complexe, c'est-à-dire qu'en gros, rien n'est reproductible parmi les différentes cassures, amplifications, translocations, enfin. Et donc le truc caractéristique, c'est les léiomyosarcomes ou les myxofibrosarcomes. Alors, en fait, il y a à peu près 10% de sarcomes osseux et 90% de sarcomes des tissus mous. Les sarcomes de tissus mous sont beaucoup plus fréquents que les sarcomes osseux. Par contre, ils sont, on va dire, souvent moins bien pris en charge parce que les tumeurs osseuses, finalement, sont très vite adressées à des centres d'orthopédie tumorale, alors que les sarcomes des tissus mous sont malheureusement souvent
traiter de manière inadaptée sur des diagnostics erronés. Une tumeur qui grossit dans la cuisse d'un jeune homme, on va penser à un hématome, un claquage. Or, quand il y a une tumeur osseuse, ça se voit sur la radio. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le gros problème de ces sarcomes, c'est qu'en fait, déjà, c'est des tumeurs rares, mais vous en avez un très gros paquet qui sont ultra rares. La définition d'ultra rare, c'est moins de 1 pour 1 million par an, 1 million de personnes par an. Et vous voyez, pour les sarcomes des tissus mous, vous avez 3 sarcomes, légumes-sarcomes, liposarcomes et sarcomes indifférenciés, qui représentent 80% des sarcomes. Et finalement, vous en avez presque 150 qui représentent 20%. Et donc, ça montre à quel point, pour le pathologiste qui n'est pas spécialisé dans les sarcomes, c'est difficile, parce qu'en fait, il va avoir affaire à une très grande quantité de sarcomes hyper rares qui sont difficiles à reconnaître quand on ne fait pas que ça. Et c'est pareil pour les sarcomes osseux. Vous avez finalement 3 sarcomes, chondrosarcome, ostéosarcome et Ewing, qui représentent la 80% des sarcomes osseux. Et puis finalement, vous en avez une centaine qui représentent 20%. Donc là aussi, difficulté pour le pathologiste. Alors, globalement, en localisation, il y en a la moitié qui sont situés au niveau du tronc, et il y en a la moitié qui sont donc situés au niveau du membre et tête et cou, et au niveau des membres, les 2 tiers sont au niveau des membres inférieurs, essentiellement proximaux, au niveau de la cuisse. Voilà. Alors, il y en a... La médiane d'âge, c'est 60 ans, sauf pour les tumeurs desmoïdes et puis les tumeurs myofibroblastiques inflammatoires qui apparaissent plus jeunes. Et évidemment, le type de sarcome dépend aussi de l'âge. Il y a une augmentation progressive avec l'âge de la proportion des sarcomes des tissus mous par rapport aux sarcomes osseux. Et ces différents sarcomes chez l'enfant dépendent un petit peu de l'âge. Vous avez, par exemple, pour les tout petits, vous avez, comme vous le voyez sur le graphique, beaucoup plus de rhabdomyosarcomes, alors que les légumes-sarcomes, c'est essentiellement des pathologies du sujet âgé. Alors, l'essaimage, c'est essentiellement des métastases pulmonaires, en tout cas en premier relais. Par contre, pour certains sarcomes, vous avez d'autres variétés de métastases. Par exemple, les liposarcomes myxoïdes peuvent donner des métastases dans les tissus mous et en particulier au niveau abdominal. Il y a plein de patients qu'on opère d'un liposarcome myxoïde de cuisse et puis ils font après une métastase abdominale ou osseuse. Et d'ailleurs, il y a des pays où on fait systématiquement une IRM corps entier pour les liposarcomes myxoïdes parce que ça donne des métastases osseuses. Alors après, vous avez des sarcomes qui donnent des métastases ganglionnaires qu'il faudra donc rechercher parce que ça peut modifier les indications thérapeutiques, et en particulier les synoviosarcomes, les sarcomes acénoclaires, les sarcomes épithélioïdes, les rhabdos, les sarcomes alvéolaires. Voilà. Alors, il y a environ 10% des patients qui sont métastatiques d'emblée, et donc bien évidemment, avant la RCP, il faudra avoir fait un bilan d'extension de manière à poser une indication thérapeutique correcte. Alors, les facteurs de risque, il y a des facteurs iatrogènes, comme par exemple le territoire irradié, et donc ça c'est un grand classique, hein, la tumeur qui apparaît dans une zone d'irradiation ou en bordure de zone d'irradiation, il faut immédiatement penser à un sarcome en territoire irradié, et donc les grands pourvoyeurs de ça, c'est les Hodgkin, les radiothérapies de cancer du sein, et puis maintenant on voit de plus en plus après radiothérapie de prostate ou du rectum. Alors le lymphœdème, c'était essentiellement les patientes qui avaient un cancer du sein à l'époque où il y avait des curages extensifs. Et donc, elles faisaient un lymphœdème. Et donc, il y a les angiosarcomes sur lymphœdème, le syndrome de Stewart-Trieve. Et donc, ça, c'est un grand classique. Hein. On a fait une perfusion de membre hier pour un malade comme ça. On en voit de moins en moins, puisque maintenant, les gynécologues font beaucoup plus d'un ganglion sentinelle. Alors, le traumatisme, on le retrouve très fréquemment. C'est bien évidemment pas le traumatisme qui donne le sarcome, mais chez un patient probablement prédestiné, le fait d'avoir un traumatisme et donc des facteurs de cicatrisation
qui sont des facteurs de croissance, ça peut favoriser l'apparition du sarcome. Moi, on en voit classiquement, par exemple, sur des plaques d'ostéosynthèse. Moi, j'en ai opéré un qui avait un sarcome autour d'une compresse, revu par Reps. Donc ça, c'est un grand classique. Ensuite, il y a les facteurs héréditaires. Donc ça, il faut vraiment les pister, parce que, en fait, très souvent, c'est nous, en tant que chirurgiens, qui, compte tenu des antécédents du patient, pouvons suggérer une enquête génétique. Donc il y a les mutations de P53. Donc ça, vraiment, quand dans les antécédents du patient, il y a tumeur cérébrale, lymphome, faut poser la question d'une enquête génétique. Ça, c'est très important parce que ça peut avoir une incidence sur les modalités de surveillance et aussi sur l'enquête familiale. Les neurofibromatoses et les patients qui ont une mutation de RB1. Donc là, à Curie, il y en a beaucoup parce que comme ils font du rétinoblastome, évidemment, on a plein de patients qui ont le sarcome ensuite. Alors après, si vous voulez, dans la database du groupe sarcome français, finalement, c'est des facteurs de risque qu'on retrouve pas si souvent parce que, alors peut-être qu'ils ne sont pas toujours bien enregistrés, mais en fait, ce n'est pas la majorité des patients. Donc en fait, il y a des facteurs de risque génétiques, et en fait, quand on les cherche, on en trouve plus. Et donc, j'ai demandé à Sarah Watson de faire un topo sur cet article que je vous conseille très vivement de lire sur ces facteurs génétiques. Donc, Sarah fera un topo juste après. Alors ensuite, il est absolument essentiel que ces patients soient suivis dans des centres experts, compte tenu de la rareté, avec une relecture par des pathologistes experts. Et là, vous voyez une étude qui avait été faite à Lyon par Isabelle Recoca, où on voit que les patients qui sont pris en centre expert et où le centre expert a suivi les règles de prise en charge des sarcomes, c'est les patients qui ont la meilleure survie globale par rapport aux patients pris hors centre ou en centre mais sans suivre les règles. Et en fait, la prise en charge avec une RCP avant la